Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu penses que ta vie est compliquée ou que tu n'arrives pas à faire face aux problèmes financiers qui t'accablent, si tu y réfléchis et as envie de trouver des solutions, en cliquant sur la chaîne, c'est pour découvrir les réponses à tes questions. Aussi, aujourd'hui, la chaîne Libre et Riche te propose de t'aider en te dévoilant des concepts cruciaux afin de commencer à investir. Voici donc une vidéo fondamentale qui va t'informer sur des notions que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Certain que ce sujet va te passionner, n'oublie pas de donner un like et de partager, donc c'est parti. Pour commencer, peu importe ton âge et ta condition sociale, tu dois penser à ton avenir. Voici très certainement l'étape la plus importante qui repose sur les fondements de l'investissement et de l'épargne. Comme nous l'avons déjà mentionné lors de vidéos précédentes, au cours de l'ère industrielle, dans les années 1900, l'entreprise dans laquelle tu avais travaillé, ainsi que le gouvernement, payaient ta retraite et contribuaient à ce que tu la vives au mieux. En revanche, aujourd'hui, ce système est en cours de mutation et va petit à petit perdre en efficacité. Concernant le système des retraites par répartition, tout le monde a sa propre opinion, que ce soit le gouvernement, les syndicats ou encore les instituts économiques. Bien évidemment, cette vidéo n'a aucune vocation politique, aussi nous allons simplement donner quelques chiffres le plus objectivement possible, issus de l'Institut national des statistiques et des études économiques, celle de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que celle du Centre d'observation de la société. Données que tu pourras bien évidemment retrouver sur notre site internet libreetriche.com. Le système public de retraite repose sur le système dit contributif ou de répartition, c'est-à-dire que la totalité des contributions payées chaque année au système de retraite par les personnes actives est intégralement dépensée dans le paiement des pensions des retraités. Autrement dit, la population active, par l'intermédiaire des cotisations sociales, finance les pensions de retraite de la population inactive. Ce système est parfaitement viable lorsque sa forme statistique représente une pyramide, car cela indique que la population active est supérieure à la population inactive, comme tu peux le voir à l'écran. Pour exemple, voici une pyramide de 1901, lorsque le régime des retraites n'existait pas encore, mais qui aurait été extrêmement efficace et viable. De la même manière, voici la pyramide des âges de 1945, lorsque le régime de retraite par répartition a été instauré, ainsi que le système de sécurité sociale. Encore une fois, mis à part le creux relatif au taux de mortalité dû à la Première Guerre mondiale, ainsi que la déficience des naissances à la même époque, la pyramide reste relativement saine. Dans le cas présent, il y a plus de personnes à la base de la pyramide et moins au sommet. Ceci indique qu'il y a plus de personnes en âge de travailler, pouvant payer les pensions des personnes au sommet de la pyramide, c'est-à-dire des retraités. Cependant, voici la pyramide actuelle en 2019, ainsi que les projections d'ici les années 2060. Comme tu peux l'appréhender, la pyramide commence à se disproportionner, elle est en train de se déformer. Ce phénomène est assez inquiétant car les travailleurs qui ont actuellement entre 20 et 62 ans représentent cette partie. À l'âge supposé de la retraite, ces mêmes individus en 2060, d'après les projections de l'INSEE, occuperont le sommet de la pseudo-pyramide puisque loin de la forme initiale. Si à cela s'ajoute le fait que, tandis que le taux d'activité restera relativement stable, le ratio actif-inactif passera de plus de 3 actifs pour un retraité en 1970 à moins de 1,4 actifs pour un inactif après les années 2050, ce qui signifie une augmentation du taux de dépendance de ces derniers sans emploi. De plus, alors qu'en 2007, 21% de la population résidant en France métropolitaine avait 60 ans ou plus, cette proportion augmenterait de plus de 80% pour atteindre 32% de la population en 2060. Ainsi, l'âge moyen de la population passerait de 39 ans en 2007 à 45 ans en 2060, c'est-à-dire une population de plus en plus vieillissante avec une espérance de vie plus longue qui passerait à 93 ans pour les femmes et 90 pour les hommes. Selon ces mêmes projections, en cas de baisse de la fécondité, cela conduirait à une dégringolade de la population d'ici 2050, diminuant ainsi le nombre de futurs cotisants pour payer les retraites, sans oublier que de plus en plus de jeunes font de longues études, donc entrent plus tard sur le marché du travail. De plus, selon un rapport de l'OCDE, publié le 25 avril dernier, 16,4% des emplois existants aujourd'hui en France disparaîtront dans les 15 à 20 années à venir en raison de la robotisation et 32,8% des emplois sont exposés à un changement radical. L'étude, intitulée L'avenir du travail, souligne que ces suppressions devraient être compensées par la création de nouveaux emplois, mais qu'il est donc urgent de former la population pour qu'elle s'adapte, et notamment les travailleurs les moins qualifiés, plus exposés au risque de cette mutation. De ce fait, si les robots remplacent les travailleurs et que les nouveaux emplois ne sont pas rémunérés de manière adéquate, les cotisations sociales chuteront sans une augmentation parallèle des recettes fiscales
sociale, laissant ainsi la sécurité sociale sans source de financement. Autrement dit, cela revient à dire que non seulement l'âge des études augmente, mais aussi la disparition de certains emplois, ainsi que le taux de chômage par la même occasion. Enfin, le taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage de revenus d'activité d'un salarié dont les droits à la retraite sont calculés en fonction du nombre de trimestres cotisés et de 70% à l'heure actuelle, et dans les prochaines années, ce taux baissera à 60% et risquera de continuer à se réduire. En conclusion, et au vu des éléments analysés, au fur et à mesure que le temps passe, il y aura plus de personnes inactives que de personnes actives, et cela deviendra insoutenable puisqu'il est tout simplement impossible de maintenir en bonne santé l'économie d'un pays détenteur d'une population vieillissante composée majoritairement de retraités dont l'espérance de vie augmente que de travailleurs. Comme tu l'auras très certainement compris, tout système pyramidal, lorsqu'il s'inverse, s'effondre. Aussi, pour parer à ce problème et maintenir le système de retraite actuel, il y aura un coût. Dans un premier temps, l'État devra augmenter l'âge de départ à la retraite, ce qui a déjà commencé puisque le gouvernement souhaite instaurer un nouveau régime d'ici cet automne d'un âge pivot de 64 ans. Puis, s'ensuivra l'augmentation des impôts, comme la CSG, et ce, afin de financer la sécurité sociale puisque l'endettement de l'État a presque atteint les 100% du PIB. Aussi, comme l'a révélé Jacques Bichot, membre honoraire du Conseil économique et social, spécialiste de la sécurité sociale, la retraite par répartition est un système Ponzi qui a réussi à se maintenir grâce à l'intervention des pouvoirs publics. Ceux-ci ont remplacé la crédulité des épargnants par la contrainte légale. Compte tenu de ces éléments pessimistes, mais pourtant réalistes, il t'appartient de commencer à épargner et à investir dès à présent en provision de ta future retraite, et ce, pour ne pas finir pauvre, mais plutôt espérer vivre ta retraite en toute quiétude. Comme nous venons donc de le voir, être riche et le rester sous-entend du bon sens. Il ne s'agit pas de penser que le fait d'épargner est un besoin d'accumuler de l'argent pour le plaisir, comme beaucoup le pensent, mais plutôt de se mettre à l'abri financièrement, ainsi que sa descendance. Aussi, pour ce faire, l'important est la durée, ou du moins, bien gérer son argent pour durer. Pour certaines personnes, être riche, c'est avoir une Ferrari, une maison luxueuse, des bijoux, une résidence secondaire, un yacht, etc. Bien évidemment, ces personnes confondent le fait d'être riche et le fait de le paraître. En effet, posséder toute cette luxure, bien souvent véhiculée par la publicité, les films à la télévision ou au cinéma, ne fait pas de toi une personne plus riche. Loin de là, ce sont des stéréotypes. De la même manière que penser qu'une fois arrivé à 1 million, on est alors riche. À quoi bon détenir ce million si tu le dépenses à des futilités et ne sais pas gérer ton argent? Il ne doit pas te monter à la tête au point de te faire perdre la raison, car tu peux très vite dégringoler et tout perdre. De plus, ce n'est pas pareil posséder 1 million d'euros qu'1 million de bolivars. Effectivement, si actuellement tu vas au Venezuela avec seulement 140 euros, alors tu es millionnaire. De la même manière, si avec 1 million d'euros tu pars au Koweït, alors il ne te restera plus que 340 860 dinars. Tu ne seras plus millionnaire, mais pauvre selon la définition de la richesse et le lieu où tu vis. Tout cela pour te démontrer, comme tu l'auras compris, que la quantité d'argent, le million, n'a strictement aucun sens et ne détermine aucunement la richesse d'un individu. En réalité, il existe de nombreuses personnes qui en théorie sont riches, mais en apparence seulement. Par exemple, te souviens-tu de Mike Tyson, certainement un des plus grands boxeurs de tous les temps? Dans les années 80-90, à l'apogée de sa carrière, sa fortune était estimée à près de 300 millions de dollars, l'équivalent de nos jours à environ 717 millions de dollars. Cependant, il n'a jamais réussi à être riche, et ce, entre autres, à cause de son divorce, mais surtout à cause de son train de vie, ce qui l'a conduit à sa perte et il a finalement fini ruiné. Et il n'est pas la seule célébrité à être dans ce cas, je suis sûr que tu en connais certainement d'autres. Le problème est que ces personnes n'ont pas su gérer leur argent, mais l'ont plutôt dilapidé dans le seul objectif de profiter de la vie et s'offrir du plaisir, des bons moments. Mais alors, quelle est la réelle définition de la richesse? La véritable richesse ne dépend ni d'objets de luxe, ni d'une grosse quantité d'argent, mais d'être libre financièrement. Aussi, à ce sujet, je te recommande une de nos vidéos intitulée les 5 niveaux de la liberté financière que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Pour bien comprendre le sens de ce mot, tu dois te poser la bonne question. Combien de temps pourrais-tu vivre en gardant le même train de vie si tu venais à perdre ton emploi? Certains pourraient survivre 1 an grâce à leur épargne, d'autres 10 ans, certains seulement 1 semaine et d'autres toute une vie grâce notamment à leur loyer, dividendes, actions, etc. De cette manière, tu peux mesurer efficacement la richesse d'un individu en faisant tout simplement une balance entre les entrées d'argent dites passives, c'est-à-dire sans avoir à travailler, et les dépenses liées à son train de vie.
Tu connais très certainement une ou plusieurs personnes qui ont de très bons salaires, une voiture de sport, une grande maison, un train de vie plus conviable. À l'inverse, d'autres qui ont un style de vie plus modeste, sans étalage de leur fortune, mais ne sont pas à plaindre et peuvent même se permettre de partir en vacances lorsqu'elles le souhaitent. Aussi, imaginons que dans le premier cas, l'individu occupe un poste de directeur d'entreprise et gagne un salaire annuel de 120 000 €. Il travaille à plein temps, avec de nombreuses responsabilités, ce qui l'oblige à un certain standing, comme porter des costumes de qualité, fréquenter des endroits huppés, etc. Dépenses qui auront bien évidemment une répercussion sur ses finances à la fin du mois. En revanche, la seconde personne, gagnant le même salaire annuel, mais n'ayant pas les mêmes aspirations et dépenses, plutôt que de destiner une part de son salaire au paraître, va le réserver à l'épargne et l'investissement. Dans l'éventualité que ces deux protagonistes perdent leur emploi, il est fort à parier que la première personne ne survivrait pas longtemps avec le capital restant, car habituée à son style de vie, tandis que la deuxième, ayant épargné tous les mois, se retrouverait de ce fait avantagée. Donc on peut en déduire que, tandis que la première personne cherche à paraître riche, la deuxième l'est réellement. Et cela est bien souvent la triste réalité, car nombreux sont ceux qui cherchent à paraître riches et vivant bien souvent au-dessus de leurs moyens, alors que d'autres mènent une vie plus modeste, sans chercher à étaler leurs biens, mais plutôt à gérer leur budget pour assurer leurs vieux jours et accéder ainsi à la liberté financière. Donc la moralité de l'histoire, c'est de ne pas tomber dans le piège du paraître. La réelle manière d'être riche réside dans la distinction des actifs et des passifs financiers. En effet, il est primordial de savoir les différencier. À ce sujet, nous te recommandons notre première vidéo sur les 4 piliers de la liberté financière que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. En résumé, les actifs financiers te permettent de gagner de l'argent, tandis que les passifs financiers t'en font perdre. Nous allons donc les classer en 2 colonnes. Prenons l'exemple d'un propriétaire d'une maison à qui il reste un prêt immobilier de 10 ans à rembourser, auquel s'ajoutent divers frais de travaux, de réparation, rénovation, transformation, etc. Propriété qui ne lui assure aucune rentrée d'argent puisqu'il ne la loue pas, étant sa résidence principale. Celle-ci se retrouve alors dans la colonne des passifs car elle génère des frais. Dans le même principe, une voiture à usage personnel, ne représentant pas un gain financier, mais plutôt des dépenses multiples, se retrouve également dans la colonne des passifs. Pire encore, le fléau des cartes de crédit qui donne l'illusion d'avoir de l'argent facilement mais génère des intérêts mensuels très élevés et par conséquent synonyme de perte d'argent sont de sournois passifs, sujet déjà traité dans une vidéo que tu peux également retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. En revanche, du côté des actifs financiers, et pour reprendre l'exemple de la maison, si celle-ci est utilisée à des fins locatives en vue d'en tirer un bénéfice économique, même s'il ne s'agit que d'une chambre du style Airbnb, et bien dans la mesure où cela t'aide à rembourser ton crédit, alors cette même maison, avec les mêmes caractéristiques que la précédente, devient un actif financier. Comme tu l'auras compris, un bien identique peut être à la fois soit un actif, soit un passif, selon l'usage que tu en fais. Il en est de même, par exemple, avec des actions que tu détiens et dont tu perçois des dividendes ou que tu vends afin d'en tirer une plus-value, ou encore des obligations qui sont des actifs à rente fixe et qui te permettent d'obtenir des intérêts réguliers, de même que des droits d'auteur, etc. Voici donc une liste non exhaustive d'actifs et passifs financiers. En somme, ce qui détermine la richesse d'une personne n'est pas ce qu'elle possède, mais la façon dont elle va l'employer, et surtout d'être vigilant à équilibrer ces 2 colonnes. En effet, comme vu dans l'exemple précédent, si une personne possède des voitures de prestige, des grandes demeures, etc., générant uniquement des frais, alors elle se retrouve inévitablement dans la colonne des passifs et donc contribue à l'appauvrissement financier des propriétaires. Il n'est pas rare, dans les pires situations, que ces derniers se voient saisis par les banques lorsqu'ils détiennent des biens et n'arrivent plus à faire face aux nombreux frais inhérents. Le bien saisi sera alors vendu pour permettre le remboursement des dettes. En revanche, une personne menant un train de vie plus modeste et qui a la présence d'esprit d'équilibrer ces 2 colonnes et dans le meilleur des cas obtient un excédent des actifs sur les passifs, alors elle peut être considérée comme étant riche puisqu'elle n'a plus besoin de travailler pour l'argent travaille pour elle. Donc pour savoir si un individu est réellement aisé, il ne faut pas se baser sur ses supposées richesses, mais bien sur la gestion de son argent. Un moyen efficace pour déterminer la condition financière de la personne est simplement de faire un bilan comptable qui met en exergue ses actifs et ses passifs.
Ainsi, posséder des objets de luxe n'est nullement significatif de la bonne santé de ses finances. En effet, nombreux sont ceux qui prétextent vouloir profiter de la vie et vivent au-dessus de leurs moyens, préférant s'endetter auprès des banques, même s'ils se retrouvent à découvert chaque mois, pourvu qu'ils ne se privent pas et ne changent pas leur style de vie. Cette attitude n'a rien d'enviable car engendre un esclavagisme aux établissements de crédit et par conséquence aux intérêts que les dettes génèrent. Nous allons donc prendre un exemple concret afin d'illustrer nos propos. Le carré d'en haut représente les revenus émanant d'un salaire. Au-dessous, celui des dépenses occasionnées par divers frais comme les consommations d'eau, d'électricité, d'assurance automobile, intérêts d'un prêt immobilier ou de carte de crédit, téléphone et autres. Enfin, les deux dernières parties concernent les passifs et les actifs. L'avant-dernière, les passifs, relatifs à l'ensemble des frais, ainsi que la dernière, les actifs, représentatifs des gains financiers générés par une propriété que l'on loue, des actions ou encore des droits d'auteur, c'est-à-dire qui génèrent des revenus ou complémentent de revenus. Mais alors, quelle est la différence entre une personne riche et une personne pauvre? Une personne avec une piètre mentalité, dite pauvre, utilisera son revenu salarial pour acquérir des passifs qui vont à leur tour générer des frais et vont aggraver de facto sa situation financière, tombant ainsi dans un cercle vicieux, très souvent synonyme d'endettement et d'emprisonnement dans ce que l'on appelle la rat race. En revanche, une personne avec du succès, une personne riche, va faire en sorte de thésauriser plusieurs sources de revenus, lesquelles vont lui permettre d'acquérir de nouveaux actifs, générant à leur tour de nouveaux revenus, le propulsant ainsi dans le cercle vertueux de l'enrichissement. Aussi, dans l'objectif d'atteindre la liberté financière et devenir libre et riche, tu dois avant tout augmenter ta colonne d'actifs tout en diminuant conjointement ta colonne des passifs. À terme, cette ligne de conduite va t'aider à augmenter tes revenus et diminuer progressivement tes frais, de sorte de passer du déficit à l'équilibre financier pour aboutir en finalité à des excédents. Afin de prouver qu'il est important de prendre tôt de bonnes habitudes, nous allons donc l'illustrer par un exemple concret et qui touche de nombreux jeunes. Généralement, lorsqu'une personne obtient pour la première fois son permis de conduire, son souhait est d'acheter une voiture. L'achat de celle-ci va se contracter par l'intermédiaire d'un crédit auquel s'ajoutent des intérêts de remboursement. Ils seront donc classés dans la colonne des passifs, de même que les divers frais inhérents à la voiture tels que le carburant, l'assurance qui est très souvent élevée car jeune conducteur, les éventuelles réparations et ainsi de suite. Imaginons que l'ensemble de ces frais représente une dépense mensuelle de 150 €, une personne sans éducation financière, une personne pauvre, financerait l'ensemble de ces frais par le seul revenu dont elle dispose issu de son salaire qui serait imputé de cette somme. Bien évidemment, son salaire étant son unique rémunération, si des imprévus surviennent, elle va devoir contracter de nouveaux prêts pour supporter ses dépenses et par conséquent rentrer dans le cercle vicieux de l'endettement. En revanche, une personne avec une bonne éducation financière, une personne riche, aura fait le choix très tôt d'investir intelligemment ses revenus, lui permettant ainsi de financer ses passifs. Le premier investissement sont des actions qui lui donnent une rente de 60 € mensuels et le deuxième est un garage qu'elle loue 90 € par mois. Tous ces actifs, qui n'ont pourtant rien d'extraordinaire, vont lui permettre de financer la totalité des frais liés au véhicule et aux intérêts provenant de l'emprunt. C'est-à-dire que les 150 € vont contribuer au règlement des dépenses sans avoir à amputer le salaire. En conclusion, la différence entre une personne riche et une personne pauvre réside dans le fait que l'une contrebalance intelligemment l'ensemble de ses colonnes actifs, passifs, revenus, dépenses, acquiert des actifs générateurs de revenus qui vont lui permettre d'acheter de nouveaux actifs qui vont à leur tour générer de nouveaux revenus et ainsi de suite afin de financer son style de vie, tandis que l'autre les déséquilibre à cause des frais liés au financement des passifs qui vont à leur tour générer de nouveaux frais dans le futur en le maintenant dans le surendettement perpétuel. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à nous faire part dans les commentaires de tes propres expériences en la matière que tu souhaites partager avec les adeptes de la chaîne. Tu as désormais les éléments nécessaires pour planifier et organiser ta situation financière. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.